Bonjour à tous, merci de votre présence. Donc on va parler de la baignade en eau libre des eaux urbaines en héritage des Jeux olympiques. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille à l'école des ponts et en fait qui est un peu décalé par rapport aux Jeux olympiques puisque nous on s'intéresse particulièrement aux baignades qui sont prévues en Seine et en Marne, qui vont bénéficier de l'effort réalisé pour les Jeux olympiques. Alors la baignade en eau libre, c'est pas une pratique récente. C'est une pratique qui est, en particulier au début du XXe siècle, qui était très répandue. Il y a des travaux qui sont réalisés sur cet aspect historique de la baignade en eau libre. Bon, là, j'ai cité les travaux en particulier de Julia Moutier, ou juste là, un des articles qui fait un panorama très détaillé de cet aspect historique des baignades en eau libre. Et aujourd'hui, il y a un regain très fort d'intérêt pour la baignade en eau libre, une demande qui est très forte, bon, non seulement en région parisienne, mais aussi dans la plupart des villes européennes. En bas à droite, c'est une photo du port de Copenhague où depuis plusieurs années, les gens peuvent se baigner. Et donc c'est un engouement qui s'explique pour différentes raisons. Une demande des citadins à pratiquer des sports à l'air libre et avec un accès plus proche de la nature. Et puis le point qui est aussi qui explique cette demande de baignade en eau libre, c'est le réchauffement climatique avec des épisodes estivaux de canicule qui sont de plus en plus fréquents, de plus en plus longs, de plus en plus intenses. Et donc ça amène à considérer la baignade dans des régions, la baignade en ville, comme une façon de supporter ces épisodes de canicule. Et puis aussi, même si on n'est pas dans un épisode de canicule, la belle saison dure plus longtemps en général, commence plus tôt, finit plus tard, avec plus donc de possibilités de se baigner pas trop loin de chez soi. Alors donc, comme tout le monde sait, on aura cet été les Jeux olympiques en France, à Paris. Et un événement qui va vraiment mettre en lumière la baignade dans les cours d'eau, puisqu'il y a deux épreuves qui vont avoir lieu dans la Seine, le marathon natation et puis l'épreuve nage du triathlon, donc du côté du pont Alexandre III. Donc c'est donc évidemment une occasion, ces événements-là, qui ont poussé à faire de gros efforts pour non seulement que la qualité de la Seine soit à la hauteur pour ces épreuves, mais aussi ensuite pour que les Franciliens puissent bénéficier de baignades dans les cours d'eau. Et là, sur cette figure, il y a tous les spots prévus de baignade en eau libre sur la Seine-Amont, sur la Marne, dans Paris et puis à Laval. Alors, pour améliorer, renforcer la qualité de l'eau dans la Seine, l'assainissement de la région parisienne a été grandement renforcé. Donc sur cette carte, on retrouve les principaux travaux qui ont été réalisés pour améliorer la qualité de la Seine et de la Marne et qui sont cette année en cours, soit déjà livrés, soit qui vont l'être très prochainement. Donc là sont recensés, alors il y a les deux stations de traitement des eaux usées à Noisy-le-Grand et à Valenton, qui sont à l'amont de Paris, dont le traitement a été complété, renforcé sur le plan du traitement microbiologique. Il y a des ouvrages de stockage des eaux usées en temps de pluie, dont le plus célèbre sont les bassins de stockage au niveau d'Austerlitz. Et donc, il y a des photos là sur la droite. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que, mais je pense que tout le monde le sait, c'est que d'ailleurs on sait depuis très longtemps
que les épisodes de pluie sont à l'origine de contamination par les eaux usées, en raison du débordement du réseau d'eau usée et puis du débordement des réseaux d'eau pluviale. Donc ces travaux-là sont vraiment destinés, en cas de fort épisode de pluie, à intercepter et à éviter ces risques de contamination par des eaux usées. Donc le bassin de stockage d'Austerlitz, qui a une capacité très très grande pour intercepter les eaux de débordement à l'entrée de Paris. Et puis il y a aussi un aspect qui a été particulièrement pris en compte, plus du côté du bassin versant de la Marne, où on a des mauvais branchements entre le réseau pluvial, qui en principe n'est pas trop contaminé, et le réseau d'eau usée. Donc par des mauvais branchements qui réunissent ces deux réseaux, on peut avoir, par temps de pluie, des apports très conséquents de contamination d'eau usée qui vont vers le milieu récepteur. Donc ça, c'est sur la partie de la carte, tout ce qui est en pointillé jaune, où les efforts ont été conséquents pour éviter et éliminer ces mauvais branchements. Ça prend énormément de temps et c'est toujours en cours. Et puis, il y a, par exemple, sur la Marne, toujours, des ouvrages aussi de traitement des eaux de pluie, où là, c'est le réseau pluvial qui, en pratique, n'est pas trop contaminé, va directement au cours d'eau. Et là, il y a des stations, celle par exemple du rue de la Lande, où avant le rejet dans le milieu, enfin dans la rivière, on traite ces eaux pluviales. Donc, tout ça devrait faire que, en cas d'épisode de pluie, en tout cas modéré, on n'ait pas trop d'impact sur les cours d'eau. Alors là, je reviens rapidement sur le risque sanitaire qui demeure néanmoins et qu'il est nécessaire enfin, les contaminations microbiologiques doivent être surveillées. Comment on surveille et on détecte ces contaminations microbiologiques? Alors, il y a quantité, comme on l'a vu tout à l'heure, de micro-organismes qui peuvent amener des problèmes de santé et on ne peut pas mesurer, dans le cadre d'une surveillance, tous ces micro-organismes. Donc là, on utilise deux bactéries qu'on appelle indicatrices fécales, qui en elles-mêmes, donc la plus célèbre ici à gauche, c'est Escherichia coli. Elles sont en général pas dangereuses en elles-mêmes. On les trouve dans le microbiote intestinal naturel des humains et des animaux à sang chaud. Et donc l'idée là, c'est de se dire, s'il y a une contamination par des eaux usées, on va avoir un grand nombre d'Escherichia coli qui sont plus faciles à détecter parce qu'elles sont nombreuses et les méthodes sont bien éprouvées. Et donc, s'il y a beaucoup de ces Escherichia coli, il y a la probabilité d'avoir aussi d'autres micro-organismes, pour le coup pathogènes, comme des virus, elle est plus importante. Donc, la méthode de référence, c'est une méthode en laboratoire. Mais une méthode en laboratoire, même si on est très rapide, on prend entre 18 et 24 heures pour avoir le résultat. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va par exemple, sur la base de prélèvement, enfin d'échantillons de la veille, dire on ne peut pas se baigner, ou bien au contraire, on va toujours sur la base d'échantillons de la veille, dire en fait on peut se baigner, alors qu'entre-temps, il se sera passé un épisode de contamination et le résultat n'est pas fiable. Donc en gros, la décision en temps réel, elle n'est pas possible. Et puis, dans bien des cas, on va prendre une décision qui peut être erronée. Donc il y a un besoin de méthodes qui soient plus rapides, qui fournissent au moins une indication du niveau de contamination, qui soit plus rapide. Donc il y a différentes méthodes qui ont été développées. Donc sur la figure en haut à droite, le principe, c'est des méthodes enzymatiques. Donc ça fonctionne un peu sur le même principe que la méthode en laboratoire, mais c'est simplifié, le temps de réponse est restreint. Donc ça fonctionne un petit peu comme un mini laboratoire qu'on peut déployer sur le terrain. Et puis, mais donc c'est quand même des méthodes qui demandent des réactifs, qui sont plus lourdes, sont
qui se rapprochent plus du résultat de la méthode en laboratoire, mais qui sont un peu plus coûteuses. Donc il y a un autre principe qui a été, avec des méthodes qui sont développées, ça c'est un des projets sur lesquels on travaille à l'École des Ponts au LESU, qui est basé là, l'idée c'est de se baser sur la fluorescence de la matière organique dissoute. Donc la matière organique dissoute, c'est un grand pool de molécules, mais certaines d'entre elles, de type protéique, peuvent à nouveau être associées à des contaminations par des eaux usées. Donc c'est sur ça qu'on travaille avec des capteurs là qui n'ont pas besoin de réactifs, qui vont être des capteurs optiques, donc ils peuvent être déployés sur le terrain, ils vont fournir une réponse plus rapide. Et vous avez sur le graphique, donc la ligne bleue, c'est la réponse du capteur. Donc là, on est dans la Marne au mois de novembre de cette année. Et puis en haut, vous avez les valeurs de pluie pendant la même période. C'est les barres grises où on peut déjà voir que le capteur répond. Il y a une augmentation à la suite des épisodes de pluie. Et puis, quand il ne pleut pas, les valeurs sont relativement beaucoup plus faibles. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille. Il y a beaucoup de travaux sur ce type d'approche. Et ça semble assez prometteur avec les problèmes derrière de traitement du signal et d'étalonnage de ces mesures de fluorescence pour être quand même un peu plus proche de ce qu'on mesure en termes de colis. Et avant de laisser la parole à Arthur qui va parler plus de comment on peut essayer d'anticiper ces épisodes de contamination bactérienne en prenant un exemple de baignade qui existe déjà à Paris, je voulais quand même revenir sur... c'est un sujet qui est très polémique. Donc on le voit là à l'approche des Jeux Olympiques, pas mal d'articles, des gens à la radio. Et nous, on s'est demandé, bon, ok, mais on va à l'issue des Jeux, il va y avoir une trentaine de sites de baignade. Est-ce que tout ça est bien raisonnable? À quoi on va exposer les gens? Donc là, j'ai juste repris pour illustrer ça et se dire que finalement, il faut quand même y regarder de très près sur ces sujets-là. J'ai repris l'exemple d'un article qui a été pas mal commenté, qui est un article sur France Info en janvier de cette année, où il y a un titre un peu qui attire l'attention des lecteurs, pollution trop élevée, normes non respectées, ce que révèlent les analyses de la qualité de l'eau de la Seine. Donc là, si les gens lisent ça, se disent non, mais déjà les Jeux Olympiques, c'est mal parti. Et puis après, comment ils veulent faire baigner les gens, ça ne va pas du tout. Et donc j'ai repris, je ne sais pas si on voit bien, donc des mesures qui sont issues de cet article, donc qui sont des mesures faites sur le parcours de nage du triathlon. Donc ça, c'était l'an dernier, c'était au moment des événements tests, là, en préparation des JO. Et donc, vous avez le pont Alexandre III, vous avez le port des Invalides, le port du Gros Caillou, et puis le pont de l'Alma. Et puis, le parcours du triathlon, il tourne là-dessus. Alors déjà, ce qu'on voit, vous avez les points bleus. Donc ça, c'est des mesures sur des échantillons ponctuels faits au même moment. Et donc, vous avez au pont Alexandre III et au pont de l'Alma, des valeurs qui sont bien. Ça correspond sur la figure du haut aux premières barres là. Donc là ça va bien. Et puis de l'autre côté, donc rive gauche, port des Invalides et port du Gros Caillou. Alors déjà c'est des ports. Donc est-ce qu'il y a un aspect comme ça port? Mais là ça va pas du tout. Et sur la figure du haut, c'est la barre noire et la barre bleue. Donc une énorme hétérogénéité spatiale au même moment sur des échantillons prélevés et analysés de la même façon. Donc ça interroge quand même, quand on fait des échantillons ponctuels, comment on extrapole sur ce qui va se passer finalement le lendemain. Ensuite, là, les barres, elles ont des valeurs, uniques. Et on sait, là, je pense que, je suis pas microbiologiste, mais il me semble que l'incertitude sur ces valeurs, elle n'est pas si faible que ça. Nous, on considère qu'elle est de l'ordre de 20%. Ensuite, si on revient sur le contexte hydrométéorologique de ces tests-là du triathlon,
Donc entre le 25 juillet et le 15 août, il est tombé sur la région parisienne 150 mm de pluie. La moyenne en juillet et août sur les 20 dernières années, c'est 50 mm. Donc ils n'ont vraiment pas eu de chance là. C'était un peu le déluge pendant 3 semaines. Et la dernière chose, c'est que pour les fédérations, le seuil de où ils autorisent la baignade, c'est 1000 mpn par 100 millilitres. Et pour la baignade, on va dire en routine, la baignade de loisir, le seuil est plus élevé, il est de 1800 mpn pour 100 millilitres, parce qu'on considère que les gens vont pas, je ne sais pas combien de temps dure une nage du triathlon, mais vont pas pendant je sais pas, peut-être 1 heure, je sais pas, mais à grand effort physique nager, que c'est de la baignade de loisir, qu'on n'y va pas tous les jours, qu'on s'entraîne pas tous les jours. Et là, le seuil, il est à 1800. Donc, on peut voir sur la figure là, du 15 au 20 août 2023, qui était quand même une période très, très difficile pour le niveau de qualité de la Seine, qu'on n'était pas si loin du seuil de baignade. Et la dernière chose, c'est que, par exemple, les bassins d'Austerlitz, c'était pas encore en fonctionnement, les stations d'épuration ne l'étaient pas. Enfin, il y avait un tas d'ouvrages d'assainissement qui ont été livrés entre-temps. Donc nous, on est très optimistes sur le fait que si le temps, si c'est pas le déluge avant les épreuves, ça va bien se passer. S'il y a des pluies diluviennes, probablement, il faudra reporter. Et pour les baignades à l'issue des Jeux, c'est un fort enjeu. Et très probablement, quand il fait beau, les Parisiens pourront se baigner. Je passe le micro pour la suite. Super, merci Brigitte. Donc on va parler un petit peu de baignade en héritage et des travaux que je mène et qui ont été menés au laboratoire depuis maintenant 2019. Donc comme tu l'as dit, nos travaux ils s'intéressent vraiment à la prédiction des conditions sanitaires et surtout à la prévention des risques sanitaires pour les baigneurs. Et donc, nous, notre idée, c'était de déployer des systèmes de détection très en amont des sites de baignade et ensuite représenter l'écoulement de la rivière pour connaître le temps de transport de ces bactéries indicatrices fécales, leur distribution spatiale et savoir quand est-ce qu'un seuil de baignabilité pourrait être passé et pour combien de temps. Le premier site test de ces travaux, ça a été le bassin de la Villette, où une baignade a été réouverte, une baignade publique a été réouverte en 2017. C'est le premier site où une baignade pérenne est réouverte depuis l'interdiction, l'arrêté préfectoral qui interdit la baignade dans les eaux de surface à Paris, qui date de 1923. Et en été, le bassin de la Villette, c'est le théâtre d'activités nautiques. On peut louer des bateaux. Il y a des compétitions sportives de nage en eau libre dans tout le bassin de la Villette et ça remonte vers le canal de l'Ourcq. Et les Parisiens peuvent venir se rafraîchir dans les piscines flottantes qui sont installées dans le bassin. Pour revenir sur notre idée de transport de bactéries indicatrices fécales, on utilise un modèle hydrodynamique, Télémac 3D. On utilise aussi des stations de mesure qu'on a déployées en amont du site de baignade et proche du site de baignade pour faire tourner notre modèle, fournir des données d'entrée et aussi des données de comparaison pour évaluer ses performances. Alors notre modèle, il n'est pas que hydrodynamique, je pourrais le qualifier de thermo-hydraulique, puisqu'on prend en compte aussi les variations de température dans le bassin et les échanges thermiques entre l'eau et l'air, ce qui est très important puisque dans le bassin de la Villette, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénomènes de stratification thermique. Alors la stratification thermique, c'est quand on a différentes couches d'eau qui sont à différentes températures, et ce qui implique qu'on peut avoir des vitesses entre ces couches différentes, et donc des directions d'écoulement aussi différentes. Et ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte si on veut bien représenter le transport de nos bactéries indicatrices fécales. On a joint nos efforts avec la ville de Paris, qui réalise des mesures automatiques, donc basées sur des méthodes enzymatiques, comme Brigitte l'a dit tout à l'heure. Et là, je présente des données. Alors, ces mesures, elles sont automatiques et journalières. Elles sont réalisées en fait la veille de chaque ouverture de baignade. Et elles sont réalisées très en amont, on va dire à 12 heures de temps de transfert à peu près du site de baignade, pour essayer d'anticiper un peu tout cela. Et donc là, j'ai présenté les données
sur l'été 2021. Alors malgré qu'il n'y a pas l'échelle par souci de confidentialité, on voit que nos valeurs elles sont très basses, excepté pour un pic mi-juillet 2021 qui correspond en fait à des énormes événements de précipitation, alors pas que sur l'Île-de-France, sur toute l'Europe. Peut-être certains se rappelleront des grosses inondations en Belgique et dans le sud de l'Allemagne. Et donc moi, pour présenter un petit peu notre approche de modélisation, je vais zoomer sur ce pic et on va regarder ce qui s'est passé sur le bassin de la Villette ces jours-là. Donc l'animation que je vais démarrer dans très peu de temps, c'est une sortie de notre modèle. C'est ce que notre modèle nous permet de connaître et d'avoir cette représentation spatiale. Donc ici, sur une couche en surface, parce que c'est plutôt là où les baigneurs se situent, sur l'entièreté du bassin de la Villette. Donc notre animation, elle commence le 13 juillet 2021. Quand vous dites très à l'amont, enfin, on a entendu ça plusieurs fois, est-ce que ça tient compte de votre connaissance fine des éventuels affluents, micro-affluents qui pourraient effectivement, malheureusement, alimenter la pompe en termes de matière fécale et autres contaminants? C'est ça? C'est que vous êtes censé savoir ça très bien. Oui, alors c'est vrai que sur le bassin de la Villette, c'est un cas très simple, puisqu'il n'y a pas d'apport entre le point de détection en amont et la baignade. Donc c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir un point très en amont. On a une concentration qu'on sait à peu près égale sur toute la largeur et la profondeur du canal, et on envoie ça dans notre modélisation. J'y reviendrai tout à l'heure après, mais on travaille aussi sur la Marne et sur la Seine. Et donc dans ces configurations-là, on est sur des temps plus courts. Ici, sur la Villette, on peut faire une prédiction à peu près 12 heures en avance. Sur la Marne et sur la Seine, on sait prendre en compte ces sources intermédiaires entre un point de détection qu'on juge assez en amont et le point de baignade. Et donc, vous avez des modèles de dispersion, diffusion, mélange. Oui, exactement. En fait, quand je parle qui tiennent compte de l'hydraulique locale. Bien sûr. Quand je parle d'un modèle hydrodynamique, je suis resté très large, mais globalement, c'est un modèle d'advection-diffusion très classique, équation de Saint-Venant, de l'hydraulique assez classique. Merci. Oui, c'était ça la question. Donc la situation au 13. Alors on est dans le vert. Le vert, ça veut dire qu'on peut se baigner. Et plus on va dans le rouge, plus la contamination est élevée. Donc là, le 13 au matin, à 1h du matin, sur le bassin, on est plutôt propre. Alors la baignade, elle se situe à peu près ici. Je ne l'ai pas noté, mais du coup, là, on est OK. On a un premier arrivée de panache de bactéries qui va prendre à peu près 12 heures pour arriver au niveau du site de baignade, le 13, et on va en avoir un second qui arrive le 18, ici en rouge, plus foncé, plus conséquent, qui va durer jusqu'à peu près le 18 au matin. Et donc là, hop, alors l'animation s'arrête, mais le 18 au matin, je vais relancer une dernière fois. Le 18 au matin, on pourrait se baigner. Et donc en fait, cette petite démonstration, elle montre qu'avec une mesure qui aurait été prise à minuit la veille, donc minuit entre le 12 et le 13, on aurait pu prévoir en transportant en fait cette mesure de bactéries sur le site une contamination qui arrive 12 heures après. Là où par exemple un échantillonnage, par exemple à 7 heures du matin, aurait vu une eau propre, alors que 4 heures après, on aurait eu une eau sale, enfin contaminée, pardon. Donc, comme je le soulignais tout à l'heure en répondant à la question, la Villette, c'est un cas assez simple, et c'est pour ça que ça a été le premier site de baignade réouvert, puisqu'on sait que la qualité de l'eau, elle est très correcte sur quasiment tous les étés, à part quelques épisodes vraiment extrêmes comme celui de juillet 2021. Mais donc nos travaux, ils se transportent aussi sur les autres rivières majeures d'Île-de-France, donc la Marne et la Seine, où on déploie les mêmes systèmes de détection de bactéries indicatrices fécales, où on travaille sur de nouveaux systèmes, dont notamment de mesures à fréquence élevée, basées sur la fluorescence de la matière organique dissoute. Et on progresse là-dessus sur des sites où des baignades sont prévues d'ouvrir. Globalement, donc je travaille au LESU et au LHSV. On couvre 5 sites de baignade sur les 32 prévus à l'horizon 2025-2026. Donc voilà, je pense que Brigitte et moi, on souhaiterait vous remercier pour votre attention et remercier aussi Paris-Est Sup pour l'organisation de ce colloque. Et on est de ces matinées scientifiques, pardon.
et on serait ravis de répondre à toutes vos questions. Oui, merci pour la présentation. Juste pour bien comprendre, vous êtes plutôt dans le développement de capteurs et de modélisation éventuellement d'une contamination qui pourrait apparaître. Mais ces outils-là, après, vous les mettez en œuvre de manière régulière ou vous avez l'objectif de les transférer à d'autres services de l'État pour faire ce contrôle régulier, on va dire. Enfin, je conçois plutôt que vous êtes plutôt dans le développement et pas forcément dans l'application après de ce que vous allez développer au quotidien pour la gestion des eaux de baignade. Oui, nous, ce qu'on souhaite, c'est participer au développement, valider, être sûr que ce que ces systèmes mesurent sont correctement reliés à aux problèmes vraiment de risque. Donc là, j'ai pas remis tous les... Ils sont sur ce qu'on fait là dans le projet... Alors, ouais, voilà, le projet européen là, qui est avec des collègues portugais et allemands. Donc, il y a aussi donc, le développeur vraiment du capteur, c'est NKE. Nous, on est plus sur l'analyse des données, les algorithmes de traitement de ces données, la validation de leur étalonnage. Et puis, on travaille aussi avec des collègues ici du Lesu à l'UPEC en microbio, donc eux qui ont l'expertise sur savoir ce que donne la mesure du capteur, ça fait sens par rapport à la réalité microbiologique. Et on travaille alors pour le coup de façon très étroite avec la ville de Paris pour... adapter, voir comment on peut adapter, une fois que ces systèmes seront bien validés, les transférer sur d'autres sites de baignade. On travaille aussi avec le syndicat Marne-Vive. Alors, oui, oui, Marne-Vive pour les baignades en Marne. Et il y a un groupe de travail au sein piloté par la ville de Paris, où on peut mettre en commun, échanger sur ces modalités de surveillance. Mais oui, et l'autre aspect, alors il y a, c'est pas réglementaire, ça, pour l'instant ça ne le serait pas, mais ce qu'on souhaite aussi apporter, c'est de l'information un peu en amont, et donc dire, ben voilà, là il y a un risque il y a de la pluie qui tombe sur le bassin versant amont, les déverseurs d'orage, ils vont peut-être là apporter des contaminations, prévenir un petit peu les gestionnaires de baignade pour qu'il y ait un échantillonnage et une analyse pour le coup réglementaire, mais qui soit faite pas vraiment à l'aveugle, mais peut-être en ciblant un moment où le panache de contamination risque d'arriver. Oui, je me permets d'étendre la question, ça va être la même si je paraphrase et si j'étends. Effectivement, on voit bien qu'il y a un service à la société à délivrer de façon générale, à fournir. Pour ça, la médiation d'une entité économique comme une entreprise peut s'avérer très utile. C'est dire le cas d'autres labos de ce très beau site de Paris-Est, en fait, qui... en gros, sont engagés dans la même démarche sur des créneaux légèrement différents, mais voisins, que vous connaissez d'ailleurs, voilà, et qui sont effectivement sur cette activité de transfert de capteurs pour la qualité de l'eau. Alors, c'est pas la même eau, mais voilà. Et bon, pour peut-être organiser un échange, c'est ce qu'on s'était dit d'ailleurs lors d'un certain kick-off le 7 mars, sur la façon effectivement de faire en sorte que les meilleurs résultats de recherche trouvent effectivement un débouché large. Comme vous le disiez, il y en a besoin partout, en fait, partout en Europe. Donc, autant délivrer un service qui effectivement... Voilà. Grand avantage, on est prêt à vous aider. Les avancées scientifiques sur cette thématique au sein de Paris-Est. On est prêt à vous aider à ça, et c'est vraiment une... On prend note. Merci beaucoup. Voilà. Vous avez dit que vous avez commencé votre thèse en 2019 et a commencé à travailler dessus en 2019. Oui, c'est ça. Il y a une doctorante avant moi, Natalia Angelotti, qui elle a commencé à travailler en 2019. Moi, j'ai commencé en 2022. Ok. Et pourquoi 2019 ? J'ai commencé ma thèse en 2019, donc je suis intriguée par cette date. Est-ce que pourquoi c'était arrivé à ce moment-là aussi ?
Je ne saurais pas vous dire. Enfin, ça faisait un moment qu'on cherchait à... Enfin, on travaillait avant sur les plans d'eau, justement, sur la surveillance de la baignade dans les plans d'eau. Donc là, on continue sur le lac de Champs-sur-Marne. L'hydrodynamique est un peu différente, etc. Et ça faisait longtemps qu'on cherchait à... Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur les cours d'eau. Et en fait, on s'est dit, la première baignade, c'est la Villette. Puis on s'est dit, ça va être simple parce que tout a l'air très, très bien régulé, tranquille, ça coule pas vite. Et c'est plus une trajectoire de notre côté interne qui nous a amené à ça. Après, Natalia était très intéressée par cette thématique. On a monté le sujet et on a, avec le laboratoire d'hydraulique Saint-Venant. Et ça, c'est parti comme ça. Et puis, chemin faisant, on est parti. Déjà, on s'est rendu compte que l'hydraulique du canal Saint-Martin, du bassin de la Villette, c'est c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pensait. On pensait avoir toutes les données qu'on aurait voulu. En fait, il a fallu qu'on refasse beaucoup de mesures. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Puis chemin faisant, on s'est rendu compte que la méthode qu'on développait sur la Villette, elle intéressait sur d'autres. L'histoire des baignades en Seine et en Marne s'est précisée. Ça s'est révélé réellement tangible. Voilà, donc on continue. Mais 2019 par rapport à votre... peut-être que c'était au niveau de plusieurs sphères de réflexion, une convergence sur un même sujet d'intérêt, sans qu'on en soit conscients les uns et les autres. Parce que quand donc le bassin de la Villette, il ouvre en 2017, votre modèle, vous le développez à partir de 2019, 2 ans plus tard, c'est ça ? En fait, on travaillait déjà avec ce modèle sur les plans d'eau. Donc, il a fallu évidemment adapter parce que c'est pas le même fonctionnement hydrodynamique. Mais on avait déjà un gros acquis antérieur. Et on a transposé, alors sur des systèmes de mesure en continu sur lesquels on travaillait sur les plans d'eau. En général, dans un plan d'eau, on se contente d'un seul point parce que l'eau, ça ne s'écoule pas de la même façon. Là, il faut qu'on ait des systèmes amont, aval, mais on avait déjà toute l'architecture de ces systèmes de mesure avec une fréquence qui soit élevée, mais on n'a pas besoin d'aller à la minute. Enfin, on avait déjà beaucoup de réflexions sur les capteurs, quels capteurs, comment traiter le signal, comment coupler avec du modèle. Et je me demandais, votre capteur en amont, il est au niveau du rond-point des canaux, donc le croisement entre l'Ourcq et où il est vraiment en haut après le pont. Non, il est au niveau du rond-point des canaux. Alors pour le coup, celui-là, c'est pas notre capteur. Je sais pas si tu veux expliquer. Oui, il est au niveau du rond-point des canaux. Donc le rond-point des canaux, c'est le canal de l'Ourcq arrive et on sépare l'eau entre le canal Saint-Denis qui va rejoindre la Seine après Paris, et le canal de la Villette qui va dans le canal Saint-Martin, qui va dans la Seine au début de Paris. Et oui, le capteur, il est au niveau du rond-point des canaux. Alors, c'est pas notre capteur, c'est le capteur de la ville de Paris, même qu'on pourrait dire un microlab plutôt qu'un capteur dans la définition qu'on donne. C'est un système qui est basé sur des mesures enzymatiques. Donc, c'est la première famille de capteurs à fréquence élevée, puis autonome, en fait. Il marche tout seul. Mais, par exemple, ce type de capteur, on fait une mesure. En fait, ils font 3 mesures par jour, la veille au soir. Donc, c'est une fréquence plus élevée que du labo, mais c'est pas très élevé quand même. Et ça demande beaucoup de maintenance. Il faut aller changer les réactifs. Voilà. Donc, c'est très précieux. Mais c'est complémentaire par rapport aux techniques sur lesquelles nous, on essaye de travailler, sur lesquelles on travaille, et qui fournissent probablement une information beaucoup moins précise, mais qui permettent de détecter un dépassement de seuil, où on se situe par rapport au niveau de contamination. Bonjour, merci pour la qualité de l'exposé. Est-ce qu'en association avec d'autres laboratoires de recherche, vous vous intéressez aussi à la problématique de l'eau, de sa raréfaction à certains endroits et de la relance des projets nucléaires en France, avec la sécurisation, bien sûr,
dans les circuits de refroidissement et de ce qui est rejeté. La problématique, c'est pas tant les circuits de refroidissement, mais c'est la raréfaction de l'eau. Et donc, s'il y a raréfaction de l'eau, est-ce que pour vous, c'est un indicateur dans votre modélisation de montée de pic épidémique ou autre? Est-ce qu'il y a corrélation entre ces systèmes ou pas du tout? Bon, là, je vais répondre. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais ouais, non. Là, comme on est vraiment dans notre champ de recherche, c'est la petite couronne parisienne, hein, 94, 93, 92, 75. Donc j'avoue que ces points-là, on est vraiment très loin, puisque les premières centrales sont quand même assez en amont, ou plus loin en aval. Mais donc je ne pourrais pas vous répondre à cette question. Oui, la question des centrales nucléaires, ça, je ne pourrais pas vous répondre non plus. Après, c'est sûr que si les débits de la Seine ou de la Marne sont très, très bas, les gens ils vont se baigner dans peu d'eau. Ils ne pourront pas se baigner de toute façon non plus, ni en piscine, ni dans d'autres infrastructures où on peut se baigner. Après, ce qui se passe, alors si on revient au cas de Paris, il y a à l'amont, très à l'amont de Paris, ces 4 lacs, barrages, réservoirs qui, eux, sont d'un côté destinés à éviter ou à amortir les crues, mais aussi en été qui fonctionnent en soutien d'étiage. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de prévoir l'avenir. On travaille sur des modèles prédictifs, mais à court terme, et puis la prévision, je ne sais plus qui disait ça, c'est très compliqué, surtout pour le futur. Et bon, pour l'instant, les débits de la Seine et de la Marne jusqu'à présent permettent, et soutenus par ces lacs à l'amont, là, permettent d'avoir des niveaux qui permettent la baignade. C'est sûr que je ne sais pas ce qu'il en sera dans le futur. Alors, ce qui est aussi... Donc, on relie très bien les épisodes pluvieux avec des contaminations par débordement, mais on n'est pas très capable de dire maintenant... Donc tout ça, c'est basé sur des périodes de retour de ces intensités de pluie, de faire des projections, des statistiques en se basant sur des épisodes extrêmes du passé, parce que ce qu'on voit, c'est que ces épisodes extrêmes du passé, le régime est en train de changer. Donc, on n'est pas confort par rapport à ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est essayer d'éviter d'impacter plus qu'on ne l'a déjà fait sur le climat.